Et le débat politique du Grand Soir, c'est parti avec Sandra Motin qui est avec nous, députée La République En Marche de l'Isère. Bonsoir. Également Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice gauche républicaine et socialiste de Paris. Bonsoir, Madame la sénatrice. Bonsoir Monsieur le maire. Monsieur le maire Philippe Laurent, maire de Sceaux, UDI, secrétaire général de l'Association des maires de France. Bonsoir à vous et bonsoir Monsieur le député Chenu, Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement National. Bonsoir et merci d'être là en cette veille de réunion. Il y aura une réunion demain à Matignon. Je ne sais pas si vous y serez, Philippe Laurent, avec Jean Castex pour défendre la cause des maires qui sont en première ligne face aux agressions. Vous y serez? Non, je n'y serai pas. Pour l'AMF, c'est François Barouin et André Léniel qui y seront. Et puis, il y aura aussi des représentants des autres associations d'élus, de maires, de villes, etc. Ouais. Parce que les agressions se multiplient. On va voir peut-être les chiffres. Pour commencer, on est sur une base qui est plus élevée que celle de l'année dernière à date, si j'ose dire. Et déjà, par rapport à l'année précédente, c'était une augmentation. Oui. 234 agressions jusque-là, 383 l'année dernière, 361 il y a 2 ans. Vous demandez quoi précisément? Parce que les textes, ils existent déjà, mais ils ne sont pas vraiment appliqués. C'est ça que vous dites? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'abord, ils ne sont pas appliqués. Et puis, surtout, ce qui pose difficulté, c'est la réponse pénale. Ce n'est pas tellement l'efficacité de la police. La police, elle retrouve. Généralement, d'ailleurs, ce sont des choses qui sont... qui ne sont pas cachées. Qui ne sont pas cachées. Donc, on les voit, les vidéos, d'ailleurs. Il y a des vidéos. Bon, non, la vraie question, c'est vraiment la réponse pénale, à la fois l'ampleur de la réponse pénale, mais aussi la rapidité de la réponse pénale. Oui. Il faut bien se rendre compte que les agresseurs du maire de Signes, qui a trouvé la mort donc, il y a un peu plus d'1 an, ils ne sont toujours pas jugés, quoi. Oui. Alors, bon, on parle de ça pour les maires, mais en fait, on pourrait dire aussi la même chose pour les agresseurs de toute personne qui détient un peu d'autorité, quoi, en France. Hein. Les enseignants, d'ailleurs, les pompiers, les policiers, etc. Donc, on a ce souci. Moi, je crois quand même que ce souci... Vous avez été victime, vous, déjà, d'une agression en tant que maire ou pas? Non, à titre personnel, non. Mais je crois quand même que ce souci est partagé par le gouvernement. Et je pense que demain, la réunion est importante parce que ça permettra, j'espère en tout cas, au gouvernement d'apporter des réponses, à la fois dans les mots, c'est une chose, mais aussi vraiment dans les actes. Vous y croyez, vous, Sébastien Chenu, ou pas? Vous savez, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a 1 an, presque jour pour jour, le 20 août, Philippe Baudrin, maire de Main, dans ma circonscription, dans le Nord, était agressé par des gens du voyage, durement agressé. Oui. Il a subi, et il supporte encore aujourd'hui un certain nombre de traumatismes psychologiques. Il a été courageux et il est allé lui-même, je crois, chez le Premier ministre, avec un certain nombre de maires, expliquer la situation des maires de France. C'était il y a 1 an. Ce mois dernier, le maire de Croisy, dans le Pas-de-Calais, je parle de maire de ma région, mais c'est valable partout en France, s'est fait agresser. Et on se dit combien de temps, combien de maires, puisque nous parlons des maires, vont être agressés avant qu'il y ait une réaction. Il y a des dispositifs qui ne coûtent pas beaucoup d'argent et qui peuvent être efficaces. On a parlé de numéros d'urgence pour les élus. On a parlé évidemment de dispositifs de soutien psychologique pour les élus. Pourquoi est-ce que tout ça n'est pas mis en œuvre? Moi, je suis d'accord, la réponse pénale, elle tarde. Mais il y a aussi quand même une défaillance de l'État. Jusqu'à quel moment, jusqu'à quel point faut-il attendre pour qu'il y ait un soutien des édiles locaux qui sont, je le rappelle, a priori les élus envers qui les Français ont le plus confiance, mais qui sont aussi les premiers face à la violence. À portée d'engueulade, comme on dit. Oui, mais ce terme, il veut pas dire grand-chose parce que c'est un terme générique. La réalité, c'est qu'il y a des difficultés, il y a une violence dans notre société qui va grandissant. On parle d'ensauvagement, on aura l'occasion probablement d'en reparler. Mais les maires, au-delà du symbole qu'ils représentent, symbole d'autorité, vous l'avez dit, monsieur le maire, eh bien, sont un peu seuls. En réalité, on voit bien, on déplore tous tout ça, sauf qu'un an après, je vous dis, c'était le 20 août de l'an passé que Philippe Baudrin, à Main, se faisait durement agresser par les journalistes. Rien n'a changé en 1 an. Comment faire pour que ça change? Alors d'abord, il n'y a pas rien qui a changé. Entre-temps, il y a eu la loi engagement proximité portée par le ministre Sébastien Lecornu, merci. Ça tourne un peu, donc c'est vrai que... Non, en fait, j'avais le visage, il me manquait le nom. Je fais même la pub du gouvernement. Merci, monsieur Laurent. Donc, il y a eu cette loi qui a notamment donné et renforcé en fait un certain nombre de pouvoirs pour les maires et dans laquelle on a essayé d'un peu mieux les protéger. Et puis, moi, je crois qu'il y a un personnage qui est central, qui est le représentant de l'État sur les territoires, c'est le préfet. Et les préfets sont aux côtés des élus locaux. Ils sont là pour les écouter. Moi, je sais que depuis les dernières municipales, il y a eu sur ma circonscription notamment un gros renouvellement au niveau des maires.
le premier interlocuteur, le premier qui est là pour les rassurer, pour les accompagner, le premier qui a été là aussi pour soutenir le maire d'une commune d'Isère, pareil, qui s'est fait agresser très violemment au mois d'août, c'est le préfet. Et je crois que dans ce couple maire-préfet, il y a non seulement un fonctionnement à trouver pour que l'État soit aux côtés du maire dans sa mission de tous les jours, mais aussi dans sa protection et pour redire, et je pense que c'est important, à toute la population que les maires sont protégés par l'État en la personne du préfet. Marie-Noëlle Lienemann, c'est le symptôme d'une violence plus générale ou bien les maires sont spécialement ciblés et il y a des mesures spécifiques à prendre? Évidemment, il y a d'abord un symptôme général. Ouais. On en reparlera. Je pense que la montée de la violence, etc. Deuxièmement, tous ceux qui essaient de faire respecter la loi en direction de gens qui ne veulent rien entendre, qui sont devenus quasiment hermétiques même au dialogue avant de passer au coup. Déjà, c'est terrifiant. C'est un des grands enjeux de notre société aujourd'hui. S'agissant des maires, je pense que c'est encore plus important de les défendre, de les accompagner et que la justice soit quand même rigoureuse juste mais rigoureuse dans le traitement. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils représentent le suffrage universel, le peuple, pas simplement l'autorité. Ils représentent aussi les représentants du peuple qui, en tant que peuple, méritent que ces représentants soient respectés. C'est important parce qu'on n'est pas un agent d'exécution, un maire. Ouais. Bon. Deuxièmement, moi j'ai été frappée quand même du fait qu'un de nos collègues maires avait été molesté lourdement et qu'il y a eu juste un rappel à la loi. C'était en Normandie cet été. De la personne qui l'avait fait. Je ne dis pas qu'il faut mettre en prison les gens parce que ce n'est pas toujours réparateur, mais quand même des travaux d'intérêt généraux, des choses plus significatives. Une vraie dans sanction, la sanction, parce qu'un rappel à la loi, c'est rien. Voilà, de la sanction. Et là, franchement, il faudrait sans doute, mais peut-être que demain ce sera évoqué, que le garde des Sceaux envoie puisqu'il n'y a pas d'intervention sur chaque cas, mais des directives sur le fait que non, on ne laisse pas, même avec un simple rappel à la loi, parce que justement, là, il faut quand même des actes réparateurs plus forts. Sébastien Chenu. Oui. Où un maire est une personnalité qui représente donc l'autorité de la République, les fondements de la République, et on considère qu'y toucher, c'est toucher aux institutions de notre République, et on doit être implacable. Ou alors on considère que finalement, et c'est tout le problème de la sévérité de nos peines, de l'absence de sévérité de nos peines, que finalement bousculer un maire, c'est comme commettre n'importe quel autre délit. C'est une circonstance aggravante, évidemment, que de bousculer, molester, frapper, agresser un représentant de la République, un dépositaire d'un certain type d'autorité, je le rappelle aussi, dans notre pays. Et donc, la sévérité doit être proportionnée. Le problème, c'est que les maires retrouvent sur le terrain, quelques jours après, les mêmes individus qui parfois habitent leur ville. La réalité, c'est qu'ils connaissent bien souvent, dans 90% des cas, leurs agresseurs habitent leur ville. Ils les retrouvent sur le terrain avec le même sentiment d'impunité qui est qu'on peut aller cracher au visage de quelqu'un qui représente l'autorité dans ce pays. Et on le voit maintenant à tous les étages. Vous l'avez dit, on le voit chez les pompiers, on le voit chez les médecins, on le voit chez les enseignants, on le voit chez les maires. Tout ce qui a une once qui représente une once d'autorité dans ce pays, aujourd'hui est une forme de défiance directement. Et c'est pas simple à gérer. Pour conclure là-dessus, Philippe Laurent. Oui, je dirais que c'est d'autant plus d'ailleurs inquiétant qu'en réalité, la plupart du temps, ces agressions, elles sont commises à l'occasion de faits qui sont très mineurs. Hein. Vous savez, c'est des questions de place de stationnement, le non-port du masque, par exemple. Le maire dit « Monsieur, il faut porter le masque ». Bon, voilà, ce sont des petites choses. Et immédiatement, il y a une espèce d'énervement qui saisit telle ou telle personne. Heureusement, une minorité de citoyens, mais enfin, qui saisit. Et là, on s'attaque à ce moment-là, si vous voulez, effectivement, à ce porteur des valeurs de la République. C'est donc cette disproportion entre la réaction et en réalité, généralement, le caractère relativement mineur. Monsieur le maire, le passage à l'acte brutal est totalement irrationnel. Il a lieu aussi avec des citoyens ordinaires. Hein. Vous avez la voisine qui dit « mais vous garez pas là parce que… » c'est vrai. Et il y en a qui disjonctent du jour au lendemain, pas dans 30 secondes. Quoi. Donc c'est dramatique d'ailleurs. La question de la violence et de la réponse pénale, elle est évidemment au cœur du débat politique en ce moment, avec des lignes qui ne sont pas forcément toujours les mêmes entre la chancellerie et l'intérieur. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. À tout de suite.
Le débat politique du Grand Soir, toujours avec Marie-Noëlle Lienemann pour la gauche républicaine et socialiste, avec Sandra Mottin pour La République En Marche, avec Sébastien Chenu pour le Rassemblement National et avec Philippe Laurent pour l'UDI, alors que se joue aujourd'hui un affrontement au vu et au su de tous au sommet du gouvernement entre d'un côté monsieur Éric Dupond-Moretti, de l'autre monsieur Gérald Darmanin. Regardez cet échange par médias interposés sur un terme qui fait polémique. Chacun utilise les mots qu'il veut utiliser. Le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. On peut effectivement ne pas être d'accord sur les mots. Je respecte évidemment, bien sûr, l'opinion de mon collègue Éric Dupond-Moretti. J'ai utilisé le mot d'ensauvagement et je le réitère. C'est un mot qui fait naître en moi des échos des années de permanence électorale où j'ai vu des gens victimes d'actes de sauvagerie. Oui, sous-entendu, ça, Éric Dupond-Moretti, il ne l'a pas connu dans sa permanence électorale. Sandra Mottin, vous êtes de quel côté, vous ? Des deux. Parce que moi, je suis du côté du gouvernement. Plus macronienne que Macron, alors. Mais non, mais concrètement, ils ne sont pas d'accord, visiblement. C'est pas ni la première ni la dernière fois qu'on voit un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Justice se chicaner. Ça pose pas de problème. Sur des beaux. Non, parce que finalement, chacun est dans son rôle, parce qu'en plus de ça, moi, je retiens surtout la déclaration de Gérald Darmanin qui dit qu'au-delà des mots, ce qui compte, c'est qu'ils sont d'accord sur les actes à mettre en place et que c'est ça qui est important. Après, si on prend vraiment, alors moi qui suis un peu une littéraire à la base, je me dis franchement que oui, quand on sort d'une attitude civilisée, quand on ne respecte plus les règles du vivre ensemble, et ben effectivement, comme dans Vendredi ou la vie sauvage, et ben on se met effectivement dans une situation d'ensauvagement. Et là, je suis purement dans la linguistique. Ce qui compte, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Qu'est-ce qu'on fait en matière de sécurité et qu'est-ce qu'on fait en matière de justice pour répondre à ce phénomène de société qu'on décrivait tout à l'heure pour les maires, mais dont on a tous très vite reconnu qu'il était beaucoup plus général dans la société. Donc oui, il y a des gens qui aujourd'hui n'acceptent plus les règles du vivre ensemble dans notre société. Vous parlez... Et donc ça, c'est important. Il faut qu'on remette l'ordre républicain vraiment au centre de notre vivre ensemble. Vous parlez d'un phénomène de société. Le problème, c'est qu'Éric Dupond-Moretti, lui, il le constate sans doute pas autant que vous. Écoutez ce qu'il a dit également ce matin lors de son interview. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Par quoi est-il nourri, le sentiment d'insécurité ? D'abord, par les difficultés économiques que traverse notre pays. Les gens ont peur, bien sûr. Et puis ensuite, vous avez le discours populiste, la surenchère, ceux qui en rajoutent en permanence. Voilà, la réalité, elle est là. Et, pardon, l'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile, madame. C'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Il y a du déni, Sébastien Chenu, chez Éric Dupond-Moretti, quand il dit ça ? Non, il y a du mépris. Éric Dupond-Moretti méprise la souffrance de beaucoup de nos compatriotes qui subissent l'insécurité. On ne va pas faire la liste ici, ce serait presque indécent. Des Français qui, ces dernières heures, ces derniers jours, ont perdu la vie face à des récidivistes, etc. Quand vous avez face à vous des familles endeuillées, elles ne vivent pas un sentiment d'insécurité, elles ont subi l'insécurité. Ce discours sur le sentiment de l'insécurité, sincèrement, il a 20 ans de retard. D'ailleurs, vous avez raison, c'est Lionel Jospin qui le tenait, ça lui avait coûté cher. J'allais dire, même une certaine gauche angélique ne tient plus ce type de discours. Et Éric Dupond-Moretti, il est révélateur en cela d'une philosophie politique qui habite Emmanuel Macron et qui, c'est vrai, est divergente de la philosophie politique de Gérald Darmanin. Ce en quoi d'ailleurs il marginalise Gérald Darmanin. Il en fait un ministre de l'Intérieur eunuque, parce qu'on a très bien compris que Gérald Darmanin pourra brasser tout l'air qu'il veut, pourra aller visiter tous les commissariats qu'il veut, pourra se rendre partout en France. Au bout du compte, Éric Dupond-Moretti n'acceptera pas de traiter les difficultés liées à la récidive, à la dureté des peines, à l'immédiateté de la sanction, parce que Éric Dupond-Moretti est habité... Quelque part, je ne lui refais pas le procès, c'est ce qu'il croit. Il est habité par une philosophie politique qui est la même qu'Emmanuel Macron, qui est une philosophie dans laquelle on pense d'abord à la réinsertion du prisonnier et du condamné avant de penser à la sanction et à la victime. Ce schéma, il est vieux, il ne fonctionne plus, mais il en dit long sur
ce qu'est le macronisme aujourd'hui. On ne peut pas être dans le en même temps. À un moment, il faut choisir son chemin, surtout en matière de sécurité et de protection des Français. Et nous l'avons déjà dit, Emmanuel Macron ne sait pas protéger les Français. D'abord, ça ne l'intéresse pas. Je pense que conceptuellement, intellectuellement, le régalien ne l'intéresse pas. Mais il est habité par une philosophie qui fait que la sanction, la dureté, la lutte contre le laxisme judiciaire, ça ne lui parle pas. Même si sur les mots, lui-même avait employé le mot d'ensauvagement il y a quelques mois. Philippe Laurent, est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité ou une vraie insécurité que le garde des Sceaux ne veut pas ou pas suffisamment voir? Enfin, au-delà des affaires très graves, etc., nos compatriotes vivent des situations qui sont des situations anormales, eu égard aux règles qui sont posées, aux règles de vivre ensemble, mais pas seulement, aux règles qui sont posées, aux textes, aux arrêtés municipaux, etc. Lorsque, par exemple, un restaurant continue d'ouvrir sa terrasse jusqu'à minuit, alors qu'en réalité, le texte dit que vous avez droit jusqu'à 22h ou 22h30, et qu'il dit ça m'est égal, et que les gens qui sont là, qui sont tous des braves gens, tout à fait, qui voudraient juste dormir, etc., qui disent attendez, monsieur le maire ou monsieur l'agent, vous n'allez pas nous embêter, on est là. Non, c'est-à-dire ils ne respectent pas la règle. Donc tout ça, et lorsque vous avez la personne qui habite au-dessus, qui subit ça tous les jours, oui, alors je ne sais pas si c'est un sentiment ou autre, c'est pas de l'insécurité vraiment, parce que la personne n'est pas en danger elle-même. Mais en tout cas, elle vit une situation qui est une situation une incivilité générale, un sentiment d'injustice. Une situation de nuisance. C'est de là que ça vient. C'est pas on n'a pas peur de se faire assassiner à tous les coins de rue. Mais c'est ça qui va. Et surtout, lorsque les personnes qui commettent ces actes, qui sont vraiment tout à fait mineurs pour elles, ces personnes donc n'ont même plus le sentiment de déroger à la règle. Ouais. Et alors, voilà, c'est ça, je crois, qui pose problème pour la vie quotidienne. Est-ce que Marie-Noëlle Lienemann, vous partagez, vous, la philosophie, au fond, politique et juridique de Éric Dupond-Moretti? Je ne me retrouve ni vraiment ni dans l'un ni dans l'autre. Ah bon? C'est pas le en même temps, c'est le nini. Non, pourquoi je dis ça? D'abord, premièrement, parce que je n'aime pas la formule du sentiment d'insécurité. Il y a de la tension et de la violence dans la société, il y a du non-respect des règles, et il y a de l'insécurité. Quand même, il y a de l'insécurité. Quand vous avez le sentiment, pas simplement le sentiment, le réflexe de dire si j'interviens parce qu'il y a quelque chose d'anormal devant moi et que je risque de me faire casser la figure, c'est pas que du sentiment d'insécurité, c'est que c'est pas faux. C'est plus lourd, oui. Bon. Donc on est dans un mécanisme où le dysfonctionnement des relations sociales et des relations du respect à la règle est majeur. Donc il faut reconquérir cela. Ce dont j'ai la certitude, c'est qu'on ne peut pas avoir un ministère de la Justice et un ministère de l'Intérieur qui se regardent en chien de faïence et en carafe. Quand les policiers arrêtent, disent ça sert à rien parce que de toute façon la police, la justice est laxiste, je m'excuse, c'est pas leur boulot d'être policier de commenter la justice. Ils respectent pas la règle qui est de dire la justice doit juger. De l'autre côté, quand vous avez tant d'accumulation de faits d'arbitrage juridique qui paraissent tellement loin de l'attente du peuple, alors que la justice est donnée au nom du peuple, il y a un problème d'explication, de compréhension et de moyens donnés à la justice. Donc moi, je crois et je souhaitais que la loi de sécurité intérieure, je l'avais fait cette proposition déjà sous le gouvernement précédent, soit une loi qui implique et le ministère de la Justice et le ministère de la police. Parce que s'il n'y a pas de convergence dans les institutions, ça ne fonctionne pas. Il y a le sentiment d'insécurité, il y a aussi le sentiment d'impunité. C'est aussi de ça dont on parle et de non-réalisation de la justice. Justement, on a pris les chiffres. Entre le nombre de procédures qui sont lancées, le nombre de fois où le parquet est saisi, et celles qui vont jusqu'au bout, il y a un monde, un univers, une galaxie. Divine Potros nous a rejoint. Dites-nous exactement quels sont ces chiffres. Alors, en 2018, par exemple, le parquet il a été saisi plus de 4 millions de fois. Et parmi toutes ces affaires, eh bien, seulement 610 000 d'entre elles ont entraîné des poursuites judiciaires. Ça veut dire que pour l'immense majorité des cas, eh bien, le parquet il a estimé qu'il ne disposait pas suffisamment de preuves, qu'il était impossible de trouver le coupable, ou alors qu'il existait une alternative, qu'on n'était pas forcément obligé de présenter la personne devant la justice. En clair, ça veut dire que moins de 15% des dossiers qui ont été initialement saisis par le parquet vont entraîner des poursuites judiciaires. Et donc, sur ces 610 000 poursuites, eh bien, quasiment 550 000 vont entraîner des condamnations, dont 130 000 peines de prison
ferme. Alors la question qu'on peut se poser, c'est bien pourquoi il n'y a pas 130 000 nouvelles personnes derrière les barreaux chaque année? Eh bien tout simplement parce que ces 130 000 personnes, elles ont été condamnées en moyenne à des peines de 8,8 mois de prison ferme. Or, en France, entre 1 et 6 mois de condamnation, la peine doit être aménagée au maximum. Entre 6 mois et 1 an, c'est le tribunal ou le juge d'application des peines qui décide, mais la tendance, elle est plutôt aux aménagements de peine plutôt qu'au tout carcéral. Merci beaucoup, Olivier. Une chiffre très intéressant, un commentaire rapide, Sébastien Chenu. Ouais, d'abord, je crois que ce n'est pas une histoire de sentiment. Si on commence à parler à la fois de sentiment d'insécurité ou de sentiment d'impunité, on est à côté de la réalité. Il n'y a pas des histoires de sentiments, il y a des vécus, il y a de la réalité dans ce pays. Les chiffres, on les voit. Les chiffres, ils sont en augmentation. Je regardais les chiffres de l'Observatoire national de l'indélinquance, que s'apprête d'ailleurs à supprimer ce gouvernement. Très intéressant aussi de voir qu'on préfère casser le thermomètre de cet observatoire qui mesure l'insécurité dans notre... C'est pas une suppression prévue déjà par le précédent? Non, ça a été, en tous les cas, ça a été acté par ce gouvernement-là qui s'est gardé. En tous les cas, ce gouvernement l'a confirmé. 8% de plus de coups et blessures sur l'année dernière, 9% de plus d'homicides, 8% de plus de délits liés aux atteintes sexuelles. Donc on voit bien qu'on a dans ce pays non pas une tension, mais une insécurité qui est en augmentation. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, et ces chiffres sont incontestables. 5,5 millions de Français subissent des injures par an. C'est aussi intéressant. Et elles sont de plus en plus sexistes et de plus en plus homophobes. C'est intéressant de voir ça. Mais surtout, quel est le message que ça envoie, la position d'Éric Dupond-Moretti? Le message qu'il envoie à la fois aux forces de police, mais à la fois à ses propres effectifs de justice. Pensez-vous qu'un greffier... les greffiers, c'est ce petit monde de la justice. Moi, je suis fils de greffier, qui jusqu'à minuit suit des audiences et qui gratte les sanctions, etc. Eh bien, quel est le message qu'il perçoit quand il entend Éric Dupond-Moretti avoir ce discours-là? La réalité, c'est qu'Éric Dupond-Moretti, il décourage la chaîne judiciaire avec ce type de propos. Il reste l'avocat, visiblement, d'un certain nombre de délinquants. Il n'a pas enfilé son uniforme de ministre de la Justice, de garde des Sceaux, ce en quoi il percute, à mon avis, très durement l'édifice qu'essaye de réaliser Darmanin avec tout l'aspect fantasmatique qu'on peut lui accorder. Mais Dupond-Moretti rend un très mauvais service, je crois, à l'autorité dans ce pays. Écoutez cette idée justement lancée par le garde des Sceaux ce matin. Je veux innover en la matière et faire un certain nombre de choses qui me paraissent extrêmement fortes et intéressantes. Et notamment, je vais me rapprocher d'une merveilleuse institution que les Français aiment, c'est l'armée. Voilà. Et ce que je veux faire de ces mineurs, c'est des majeurs qui soient sortis de la délinquance. C'est un beau projet. C'est un projet humaniste. Et une réaction justement d'un militaire qui est le général Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Dites-nous, pour vous, c'est une bonne idée ou pas? Écoutez, je crois que, bien sûr, comme le disait M. Dupond-Moretti, les armées sont saluées par les Français, mais il ne faudrait pas que les armées soient le rattrapage pour toutes les échecs des autres institutions ou les erreurs des autres institutions. Les armées, je le rappelle, ont évolué. Ça n'est plus l'armée d'appelés aux effectifs importants comme ça l'était autrefois. Et aujourd'hui, c'est des armées qui sont appelées à combattre à l'extérieur ou assurer la protection des citoyens à l'intérieur du territoire national. Et donc, elles n'ont pas les moyens de s'occuper de monter des projets comme cela a été décrit. Cela a été réalisé il y a plusieurs années, il y a 30 ou 40 ans. Ça s'appelait les JET. J'ai connu ce système, mais à l'époque, nous avions de gros effectifs. Et aujourd'hui, les armées ne sont pas faites pour ça. Donc c'est un peu un fantasme d'imaginer que les soldats seraient la solution miracle à apprendre la discipline, on se lève tôt, on fait le salut au drapeau, ce genre de choses. Ça ne va pas remettre tout le monde dans le droit chemin. Parce que c'est un peu ça l'idée sous-jacente, Général Trinquant. Alors, ça n'est pas exclure complètement. Je veux dire par là que d'anciens militaires soient utilisés dans le cadre d'institutions mises en place, comme le dit M. Dupond-Moretti, pourquoi pas, mais d'anciens militaires, et non pas des militaires d'actifs qui aujourd'hui ont un autre métier. Il y a un problème d'effectifs d'abord, il y a un problème de budget encore, ça n'est pas à prendre sur le budget de la défense bien sûr. Donc voilà, on peut utiliser les qualités des anciens militaires pour s'en servir, pour être des moniteurs et être utilisés par une autre institution, parce qu'évidemment, ils ont l'habitude d'encadrer des jeunes, parfois des jeunes difficiles, qui rendent d'excellents services comme soldats, et bien peut-être qu'ils peuvent le faire pour des délinquants.
Merci beaucoup, Général Trinquant, pour avoir été ce soir avec nous en cette soirée qui est la veille d'un procès, un procès très important, un procès même historique sans doute, qui est le procès des attentats de Charlie et de l'Hyper-Cacher. Emmanuel Macron a été interrogé sur ce sujet. Il est en ce moment au Liban. Une question a été posée sur ce procès. Écoutez la réponse du président de la République il y a quelques instants. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Et donc je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste, j'ai juste à dire, en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. Parce qu'il y a en France toutes ces libertés. La liberté de conscience, la liberté d'expression, une liberté des journalistes de faire ses choix, une liberté de blasphème, il y a le devoir de ne pas avoir de discours de haine et de respecter. Et c'était une réaction à cette une de Charlie, la une qu'a choisi le journal à l'occasion donc de ce procès en republiant une partie des fameuses caricatures déjà publiées en 2006. Tout ça pour ça, c'était évidemment la suite de cette publication que l'attentat avait été commis. Nivine Potros, rappelez-nous ce que sont ces caricatures. Alors, c'est 12 caricatures très précisément qui avaient été publiées initialement par un quotidien danois fin 2005, le quotidien Jyllands-Posten. On y voyait notamment Mahomet avec un turban en forme de bombe ou entouré de femmes voilées. À l'époque, ces publications, elles avaient provoqué la polémique car dans l'islam, il est interdit de représenter le prophète. Le quotidien, il avait échappé à un attentat. L'un de ses dessinateurs phares avait vu sa tête mise à prix. Il avait échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Quelques mois après, en 2006, eh bien, Charlie Hebdo avait donc décidé, en solidarité avec ses confrères danois, de republier ces 12 caricatures avec un dessin inédit signé Cabu que vous voyez au milieu avec ce message: c'est dur d'être aimé par des cons. Aujourd'hui, Charlie Hebdo a donc décidé de publier une deuxième fois ces dessins danois et ce dessin de Cabu avec une justification dans l'édito signé par l'ensemble de la rédaction de Charlie Hebdo. C'est la publication de ces dessins considérés comme un blasphème par un certain nombre de musulmans qui constituent le mobile du massacre du 7 janvier par des assassins qui voulaient, comme ils l'ont crié en sortant des locaux de Charlie Hebdo, venger le prophète. Dans son édito, eh bien, la rédaction elle explique aussi que cette republication elle est à destination des plus jeunes pour qu'ils comprennent le procès qui va se dérouler à partir de demain, comprendre pourquoi 7 personnes avaient été assassinées dans les locaux de Charlie Hebdo et surtout car depuis 2006, personne dans la presse n'avait osé republier l'ensemble de ces caricatures, des caricatures qui sont devenues des pièces à conviction. Voilà les mots dans l'édito de Charlie Hebdo qui sera donc publié à partir de demain. Merci beaucoup Nivine, et on est avec CAC qui est caricaturiste. Si vous lisez l'Opinion, vous vous régalez tous les jours à voir les dessins de CAC en une. Dites-nous CAC, bonsoir, merci d'être avec nous. Dites-nous quel est votre avis. Est-ce que vous comprenez que Charlie ait décidé de republier ces caricatures, quitte à peut-être donner à certains l'impression de vouloir à nouveau souffler sur les braises? Pour moi, il ne souffle pas du tout sur les braises. Je ne dis pas que si j'avais été dans leur situation, j'aurais pensé à les republier, mais en voyant en tout cas à travers les informations qu'elles allaient ressortir, ça m'a semblé être une évidence en fait. Je me suis dit, ils ont raison. Ils ont raison en particulier de le faire avec le titre qu'ils ont choisi, Tout ça pour ça, parce que finalement, c'est la meilleure manière de le résumer, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, ces attentats, ces massacres immondes, pour des dessins. On parle exactement ça, des dessins qui restaient parfaitement dans le cadre de la liberté d'expression, et qui ont donné lieu à des meurtres. Donc je trouve que de leur part, en dehors du courage, c'est aussi une sorte d'évidence de nous rappeler ça. Dites-nous, qu'est-ce que vous retenez vous-même votre crayon lorsque vous arrivez sur certains sujets, comme par exemple les sujets liés à l'islam? Ça dépend ce que vous appelez retenir le crayon. Je dirais que la différence par rapport à avant les attentats, c'est que quand c'est un dessin, alors c'est très spécifique, hein, c'est pas sur n'importe quel sujet, c'est évidemment sur le sujet de l'islam. Maintenant, il m'arrive, quand c'est le sujet que je dois traiter, de me poser la question. Ça ne veut pas dire que je retiens le crayon au sens où je ne ferai pas le dessin, je fais quand même le dessin. Ensuite, ma rédaction choisit dans ce que je lui envoie ce qu'elle veut publier. Mais maintenant, je me pose la question. Je me dis, tiens, est-ce que celui-là, il peut m'attirer des emmerdes? C'est vrai. Et si c'est le cas, vous ne l'envoyez pas ou vous l'envoyez quand même? Je l'envoie quand même. Je l'envoie quand même. Ensuite, la rédaction décide de le publier ou pas en fonction
est-ce que le dessin colle bien avec l'article que j'ai lu sur la une de l'Opinion? C'est plus la différence pour moi, c'est pas tellement l'autocensure, j'essaye de pas en faire. C'est plus le fait que maintenant on se pose la question, et quelque part, de se poser la question, c'est déjà un tout petit début d'échec, je trouve. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup, CAC, pour cette réaction ce soir dans le Grand Soir. Vous soutenez Marie-Noëlle Lienemann, cette démarche de Charlie, et vous comprenez ce que nous dit CAC ce soir, que les choses ont évidemment changé depuis cet attentat terrible. Absolument, parce qu'il y a aussi une pédagogie et une détermination de ne pas lâcher, qui est tout à fait fondamentale dans ce genre de combat. Parce que c'est des fois des petits renoncements accumulés les uns après les autres qui finissent par faire reculer des causes majeures comme notre liberté de conscience. En plus, il faut rappeler aux jeunes générations que Voltaire, le blasphème, le débat sur le blasphème est vieux, très très vieux, pas seulement dans la République, dans notre pays. Ça a été un des moments d'affirmation du refus des pouvoirs absolus, la capacité à faire émerger des pensées humanistes, etc. Donc, de la même manière qu'on ne doit pas tolérer qu'une personne puisse être mise en cause au regard de sa religion, de son culte, et encore moins des discriminations. Et moi, je trouve que sur ces questions de principe et de laïcité, on n'en fait jamais trop pour dire on tient bon et on explique. Malgré ça, malgré les discours, Marie-Noëlle Lienemann, regardez ce que disait dans Le Point l'avocat Richard Malka, qui est l'avocat historique de Charlie Hebdo, qui a perdu pas mal d'amis. Ce jour-là, il dit la situation est bien pire qu'il y a 5 ans. Est-ce qu'il a raison, Sébastien Chenu? Moi, je suis ému quand je revois les images des Français qui défilent en disant « je suis Charlie ». Et puis, je suis scandalisé quand j'entends le président de la République. Ils ne sont pas morts pour une histoire de blasphème. Il faut arrêter de se raconter n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Zineb El Razaoui, qui est la seule journaliste survivante de Charlie Hebdo, qui dit la vérité. Ils sont morts pour des raisons politiques, tués par des terroristes islamistes. Il faut dire les choses, ne pas entendre le président de la République le dire est déjà gravissime en soi, et moi me scandalise à tout point de vue. Quand j'entends le dessinateur CAC qui nous dit « je réfléchis à 2 fois », et déjà c'est déjà une façon d'avoir renoncé. Bah oui, parce qu'en fait, quand on fait une caricature sur les cathos ou sur les juifs, on ne se pose pas la question. C'est sûr qu'on ne risque pas sa vie. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on se dit « il faut peut-être que je négocie avec des gens qui pourraient venir me mettre une balle dans la tête parce que j'ai osé rire d'eux ». Oui, en France, on a le droit de rire de tout. Oui, on a le droit de tout cela, mais ce n'est pas ça le problème fondamental. Et puis derrière, vous avez quand même un gouvernement qui accepte, il faut dire les choses, de remettre en liberté, alors que François Molins, le procureur, nous dit 60% des terroristes islamistes sont dans des situations de récidive permanente. Eh bien, on va en avoir 50 là, qui vont sortir de prison cette année, 63 l'année prochaine. Donc oui, la situation, elle est probablement pire. Elle est pire sur les libertés publiques, elle est pire sur la laïcité, elle est pire sur la protection des Français. Et là encore, que s'est-il passé depuis tout ce temps, à part avoir reculé et avoir négocié? François Molins, qui était ce soir l'invité de LCI avec Darius Rochebain. La terreur a-t-elle gagné? Écoutez. Au-delà de la dimension purement terroriste des faits de ces 7, 8 et 9 janvier, il y a une dimension particulière qui finalement renvoie à la figure qu'incarnait Charlie Hebdo et un certain nombre de valeurs qui sont derrière tout ça, c'est le combat pour la liberté d'expression. Il ne faut pas oublier non plus que ces terroristes, ils sortent des locaux de Charlie en hurlant « on a vengé le prophète ». Charlie a aussi été victime, j'allais dire, de ces combats et de sa défense de cette liberté d'expression. Sandra Motin, ce combat, on voit qu'il est encore loin d'être gagné. C'est ce que dit François Molins. C'est un combat permanent, qui dure sans arrêt, même si la terreur, veut-il croire, en tout cas, n'a pas gagné. Il a raison ou pas? On est loin d'avoir gagné. Ça ne veut pas dire qu'on mène pas chaque bataille. Je pense que M. Molins a encore mieux répondu que je ne l'aurais fait aux affirmations de M. Chenu, qui me semblent complètement dépassées. Il a raison, parce que Charlie Hebdo, ils ont aussi été attaqués pour ce qu'ils défendent, pour la liberté d'expression, pour cette liberté effectivement de pouvoir tout dire. C'est du terrorisme islamique? Non. Mais c'est pas à moi de le dire d'abord, parce qu'il y a un procès. C'est pas à vous de le dire. Il y a d'abord un procès qui va avoir lieu, et c'est à eux de déterminer beaucoup de choses. Vous avez des cathos mais concrètement, qui attaquent les... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans un pays. On n'a pas eu de mort ces dernières années. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Notre liberté d'expression, elle est extrêmement importante. Il y a eu l'affaire Mila l'année dernière. Cette jeune femme, effectivement, qui s'est aussi fait agresser et s'est fait harceler pour une expression sur des réseaux sociaux
Voilà, c'était aussi en Isère. Donc, vous voyez, on est au centre de beaucoup de choses. Et là, c'est pas que des bonnes choses en Isère. En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est que moi, je me dis qu'en 2015, j'étais Charlie avec la gorge serrée parce qu'il y avait eu un drame et qu'aujourd'hui, moi, je suis Charlie et je suis très fière de l'être en 2020 et notamment pour le fait qu'ils aient republié ces dessins parce que c'est important. Mais Richard Malcadi, les choses ont reculé, c'est ça le problème. Les dessinateurs de Charlie ont du courage à la place des politiques. On a essayé, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Juste avant les vacances, on a justement voté une loi pour la sortie des terroristes. Il se trouve que le Conseil constitutionnel a retoqué un certain nombre de choses. On va remettre l'ouvrage sur le métier pour faire en sorte, effectivement, parce que ça nous tient à cœur, de protéger les Français quand on sait et quand, dans la pénitentiaire, on nous dit qu'effectivement, un certain nombre de gens qui ont été incarcérés pour des faits d'associations de malfaiteurs à visée terroriste sont encore dangereux. Donc, nous, on a envie effectivement de protéger les Français. On va trouver les moyens de le faire, les moyens législatifs de le faire. On n'a pas réussi à tous les trouver avant l'été. On va revenir sur le sujet. On va corriger la copie pour que ce soit possible. Parce qu'on est aussi dans un état de droit. On est dans un état où on ne condamne pas deux fois les gens pour la même chose. Et ça, c'est important. Il ne s'agit pas de condamner deux fois les gens. Il faut, si on veut les condamner davantage, il faut que ce soit lié au fait que il y a des raisons de penser qui vont passer à l'acte. Parce que de la même manière que la liberté d'expression est valable pour Charlie, elle est aussi valable pour des gens qui sont à qui je n'ai mais rien à voir, qui me révoltent au dernier c'est du passage à l'acte. C'est ce que j'allais vous expliquer. Pas de l'expression. Je vous dis, il faut donc que le droit soit bien calé sur non pas une intention d'avis d'expression et de pensée, mais bien sur le risque de passage à l'acte. Et c'est bien là qu'il faut trouver une amélioration aujourd'hui dans notre droit. Il y a certainement des mesures à prendre dans ce sens. Il y a également avec le magazine Charlie demain un sondage qui a été réalisé à cette occasion par l'Institut IFOP avec la Fondation Jean Jaurès. Le directeur général adjoint de l'IFOP est avec nous, Frédéric Dabi. Bonsoir, merci, parce que c'est vrai que les résultats de ce sondage sont évidemment très intéressants 5 ans plus tard. Vous allez nous donner votre sentiment, Frédéric Dabi, mais on a l'impression, en lisant certains des résultats, qu'il y a un peu deux France qui répondent de façon différente, évolution en tout cas différente, selon que vous appartenez ou pas à la communauté musulmane. Par exemple, quand on demande aux Français s'ils pensent que Charlie a eu raison de publier les caricatures en 2006, eh bien 59% des Français disent oui, et c'est plus qu'en 2006, c'est même assez nettement plus, 21 points de plus, alors que pour 69% des musulmans, c'était une provocation inutile. Est-ce qu'il faut voir dans ces résultats une forme de fracture ? Oui, vous avez raison, je parlerai de fracture entre l'ensemble des Français qui sont, vous le disiez, une majorité très nette à dire que Charlie a eu raison, alors qu'en 2006, prenant également le pas de personnalités politiques, y compris Jacques Chirac et Dominique de Villepin, qui avaient vu une provocation inutile avec la publication des caricatures, les Français, dans leur majorité, rejetaient le principe de caricaturer la religion. Maintenant, il y a eu un retournement, mais c'est vrai que d'un côté, l'ensemble des Français soutient Charlie Hebdo dans sa logique de mettre en scène des caricatures, et de l'autre, nous avons une majorité très nette de musulmans et également un jeune sur deux. Il y a une fracture religieuse, il faut le dire, mais également une fracture générationnelle. Plus vous êtes jeune, moins vous mettez en avant la liberté d'expression et plus vous mettez en exergue le sentiment de tolérance, de respect pour des minorités offensées. C'est dans ce cadre-là qu'il y a une véritable fracture, mais au centre de cette fracture, Julien Arnaud, il y a la notion de blasphème. N'oublions pas que les journalistes de Charlie Hebdo ont été tués parce qu'ils étaient considérés comme des blasphémateurs. Et c'est vrai que chez beaucoup de Français de confession musulmane, une minorité certes, mais une part non négligeable, 18%, on refuse de condamner l'attentat de Charlie Hebdo car les dessinateurs, Cabu, Charb, Wolinski étaient vus comme des blasphémateurs. Regardons justement le chiffre dont vous parlez sur les jeunes, parce que c'est vrai qu'il est assez éclairant et assez inquiétant pour dire les choses. On voit que quand ils ont entre 15 et 24 ans, 2 Français sur 10 ne condamnent pas les attentats de 2015. Si j'ai bien compris, c'est sur toute la France. Et pour ce qui concerne les musulmans, on est à 1 sur 4. Et plus ils sont jeunes, moins ils condamnent d'une certaine façon. Exactement, c'est la vraie fracture générationnelle sur toutes les questions de ce grand sondage. Certaines avaient été déjà posées en 2006, posées en 2015 au lendemain de Charlie Hebdo. La question sur la croyance dans ces croyances religieuses supérieures aux valeurs de la République. Il y a ce clivage générationnel et c'est vrai que sur le sentiment qu'on peut comprendre l'indignation suite aux caricatures de Charlie. Les jeunes sont majoritaires à dire qu'on comprend cette indignation, jeunes français dans l'ensemble et jeunes de confession musulmane. Et c'est vrai que même si c'est minoritaire, il faut le dire, nous avons presque 3/4 des Français de confession musulmane, 88% de l'ensemble des Français qui condamnent les auteurs de l'acte terroriste qu'ont connu les journalistes de Charlie Hebdo. Il y a une minorité non négligeable
Et plus on est jeune, plus cette minorité est importante. Merci beaucoup Frédéric Dabi pour cet éclairage. Je termine avec cet autre chiffre de votre sondage qui rejoint d'ailleurs ce que vous disiez. 6 musulmans sur 10 disent que l'islam est la seule vraie religion. C'est 6 points de plus par rapport à 2016. Et 29% de ces musulmans estiment qu'elle est incompatible avec les valeurs de la société française. Cette fracture, Philippe Laurent, selon vous, élu de terrain, est-ce qu'elle est réparable ou pas ? En tout cas, elle est extrêmement inquiétante. Ces chiffres-là sont très très inquiétants. Je ne pense pas qu'on puisse évidemment analyser ça en quelques mots. Il faudrait vraiment s'y pencher. Je pense que ça doit faire en effet l'objet, ces chiffres qui sont, moi, je les ai entendus tout à l'heure aussi, mais moi je n'avais jamais entendu des chiffres à ce niveau. Quand 69% des musulmans estiment que c'est la seule, c'est quand même 61. Oui, 61%. C'est quand même un truc la seule vraie religion. Incroyable. Moi, je trouve ça absolument inimaginable. Mais comment on en sort ? C'est ça la question. Alors comment on en sort ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est probablement avoir une réflexion qui dépasse vraiment tous les cadres sur cette question. Parce que là, je pense que nous avons une remise en question fondamentale des valeurs de notre civilisation. C'est un problème civilisationnel. Problème civilisationnel, Sandra Motin. Moi, c'est plutôt les 29% qui jugent les valeurs antinomiques avec la société française. Ça, c'est pas nouveau. On l'a déjà vu dans d'autres consultations. Ça, c'est très inquiétant parce que, à la rigueur, que quelqu'un qui est dans une religion fasse du prosélytisme et se dise c'est la mienne, la meilleure, à la rigueur. La seule vraie. C'est la seule vraie. Si elle avait dit c'est la meilleure, ça, c'est autre chose. La seule vraie, c'est. Je vois moins de danger dans ça que dans le fait de dire que qu'une religion n'est pas compatible avec les valeurs d'une république laïque comme l'est la République française. Et je crois que là, il y a on a un vrai discours à avoir sur la laïcité. Je sais que tout le monde l'attend depuis longtemps. Simplement, c'est pas si simple que ça. On voit que dans une société aussi fracturée que la nôtre, de manière générationnelle et aussi par rapport à des confessions, c'est pas si simple de trouver la ligne de crête de la laïcité en France et du bon discours qui va unir et non pas continuer à fracturer. Sébastien Chenu. Il faut peser les mots. Ça dit deux choses. Ça dit certains écroulements des valeurs de la République. C'est une réalité. Il y a un certain nombre de Français ou de gens ou d'étrangers ou de Français d'origine étrangère. Vous voyez, j'ai donné 3 catégories qui ne se reconnaissent plus dans les valeurs de la République. Et ça dit aussi la communautarisation de notre société. Je veux dire, si on ne voit pas ça, si on ne voit pas qu'il y a des gens qui se replient dans leur communauté, alors on ne voit pas la réalité de ce que devient notre pays. Mais il n'y a pas à être surpris de ça. Enfin, les Français, ils ont les yeux ouverts. Ils sont confrontés à ça tous les jours. Les enseignants dans leurs écoles où on demande que des bonbons soient halal ou pas halal. Je l'ai vu moi-même dans des écoles publiques. Les Français ont les yeux ouverts sur la réalité. Il n'y a que les politiques qui ne veulent pas affronter parce qu'il y a un manque de courage éminemment visible des politiques pour affronter ces sujets-là qui ont peur bien souvent tout simplement de perdre des électeurs. C'est ça la réalité. Marie-Noëlle Lienemann. Alors moi je pense que c'est très inquiétant. En effet, c'est des signes de détérioration et que la seule vraie méthode, c'est premièrement de tenir bon sur les principes pour que dans les institutions, pas de trucs. Par exemple, personnellement, je suis opposée aux horaires des piscines spécialisées pour les femmes, etc. Tout ce qui est... Alors personnellement, je pense qu'il faut être très raide là-dessus. Et je le dis parce que certains de mes amis, en tout cas dans les listes de gauche comme de droite d'ailleurs, ça se passe dans les nouvelles municipalités. Pas dans les mairies à Rennes. Je pense qu'il faut être d'une grande rigueur. La deuxième chose, c'est arrive à Grenoble, oui. Il faut redonner du sens à la promesse républicaine. Vous ne réenchanterez pas la jeunesse par rapport à ces replis communautaires autour de valeurs qu'ils détournent de ce qui est a priori les valeurs d'une religion. Vous ne les regagnerez qu'à partir du moment où on a des projets commun dans la société et que la promesse républicaine, ce n'est pas des valeurs théoriques qui s'appliquent pour certains et qui n'ont pas le sentiment de s'appliquer pour d'autres. Les inégalités, etc. Et je pense que c'est ça la question. Il faut expliquer à notre pays qu'il a une grandeur apportée par tous ceux qui y participent et que tout le monde peut y participer. Parce que sinon, ça ne va faire que se détériorer. Ce procès qui s'ouvre demain, il sera évidemment au cœur du journal du Grand Soir qui commence maintenant. On retrouve Valentine Desjeunes.